Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous revenez du CES, le grand salon de l'électronique à Las Vegas. Qu'est-ce que vous en rapportez, alors si ce n'est comme gadget, en tout cas comme tendance, comme idée, comme fait marquant? Non, alors on entre vraiment là dans l'ère de la connexion. Tout est connecté, les maisons sont connectées, les voitures sont connectées, les corps sont connectés. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de la santé. Les bébés sont connectés. Il y a une marketplace, comme on dit là-bas, sur la baby tech, la technologie pour les bébés qui vous permet de laisser un nourrisson dans sa chambre et puis vous d'avoir sur votre smartphone en temps continu dans votre chambre, donc sa température, son pouls, son rythme cardiaque, nounou etc. virtuel. Oui, exactement. Donc, bon, là, je le dis de façon un peu anecdotique, mais c'est très intéressant parce qu'au fond, on voit qu'on est entré dans une nouvelle phase de cette vague d'innovation. C'est-à-dire que jusque-là, on était vraiment dans de la destruction créatrice technologique, mais peut-être qu'on ne voyait pas encore bien tout ce que ces nouvelles technologies, du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, allaient apporter de concret, notamment pour les consommateurs. Et là, on voit qu'on entre dans ce que les historiens appellent la période de synthèse créative, c'est-à-dire qu'on voit vraiment des produits. Et ce que je trouve le plus intéressant et le plus frappant, moi, c'est vraiment ce qu'on voit dans la maison connectée et dans la santé connectée. Par exemple Par exemple, la grande star du CES cette année, c'était les assistants vocaux. Et notamment, et ça, je dois dire que ça confirme une tendance que j'avais cru déceler en 2018, l'assistant vocal d'Amazon, la technologie s'appelle Alexa. Et on voit que Amazon est en train de devenir la star des GAFA, à mon avis, devant Google et devant Apple. Et il faut bien comprendre que cet assistant vocal, donc il y en a eu des dizaines de millions déjà vendus aux États-Unis, vous lui parlez il est absolument partout. Il est dans votre maison, il est dans votre voiture, il est dans votre bureau. Et ça veut dire que là encore, on entre dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que jusqu'alors, les GAFA, les grandes entreprises de ces secteurs, accumulaient beaucoup de données par Internet, par les moteurs de recherche, par les recherches que vous pouviez faire sur un site de vente en ligne, je pense à Amazon. Maintenant, les données qui s'accumulent vont être des données vocales. Et on les fournit sans s'en rendre compte. Vous les fournissez sans vous en rendre compte et au fond, avec un degré d'intimité qui n'avait pas encore été atteint jusque-là, parce que là, c'est vraiment chez vous, quoi. Vous êtes chez vous, l'assistant vocal réagit, il est chez vous, et ça va permettre de développer énormément de choses dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, elle fonctionne à partir des données. Donc, vous voyez, on entre encore dans quelque chose de nouveau et c'est tout à fait fascinant. Alors, un immense regret, bien évidemment, c'est le fait que les entreprises qui dominent cette troisième révolution industrielle, on le savait, elles sont chinoises et américaines. Et pardonnez-moi de le dire brutalement, mais l'Europe est larguée. L'Europe est complètement larguée. Pourtant, depuis quelques années, il y a de plus en plus d'entreprises françaises au CES qui sont présentes. Vous-même, vous avez accompagné une délégation d'ailleurs. Voilà, la CPME, les PME, oui. Mais est-ce qu'on y va finalement pour se faire plaisir ou alors pour sentir des choses ou est-ce qu'on y va vraiment pour faire du business à Las Vegas? Alors, les deux, en l'occurrence. C'est-à-dire que moi, j'accompagnais des entreprises qui allaient plutôt sentir les tendances, voir les choses. Et puis, vous avez les startups, celles de la French Tech, puisqu'on a ce très beau label, qui, elles, en effet, exposent, mais elles y vont aussi pour faire du business. Alors, la présence de la French Tech, si vous voulez, est très, très spectaculaire, parce que vous arrivez dans l'espace start-up et vous voyez 5 rangées de start-up françaises, et donc ça fait très plaisir et c'est très impressionnant. Le problème de la France n'est pas là. On sait qu'en France, on a des start-up, on sait qu'il y a un esprit d'entreprise qui est fort, on sait qu'on a de bonnes écoles pour former des ingénieurs, des créateurs d'entreprises. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le rayon des start-up, il est très fourni, et puis quand vous allez à l'étage du dessus, c'est-à-dire les grandes boîtes, et là, il n'y a plus beaucoup de Français. Il y a une entreprise comme Legrand, par exemple, c'est très bien, mais enfin, il n'y a plus beaucoup de Français. Et donc, on en revient à notre problème macroéconomique dont vous parlez souvent dans l'opinion. C'est-à-dire qu'au fond… Faire grandir les entreprises. Mais vous savez, il faut le dire et le répéter, c'est le problème numéro 1 de la France et de l'Europe. On sait faire naître des entreprises, on ne sait pas les faire grandir. Mais cette économie de la troisième révolution industrielle, elle a besoin d'entreprises qui soient de grandes entreprises. Enfin, regardez la taille d'Alibaba, d'Amazon, d'Apple, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a malgré tout une French Touch à Las Vegas, des points forts identifiés pour cet écosystème français? Oui. Alors, il y a 3 choses qui sont, je dirais, très à l'avantage de la France. La première chose, c'est, en effet, on est vraiment sur tous les secteurs. C'est-à-dire que vous voyez en France une espèce de profusion d'entreprises, de start-up, et ça reflète ce tissu économique en France qui est très diversifié, qui n'est pas du tout monosecteur. Donc, on est dans la santé, dans les services, dans les loisirs, dans l'industrie, tout ce que
que vous voulez, dans l'automobile. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en effet, on voit qu'il y a un esprit de créativité, un marketing français qui est très sympa et qui plaît beaucoup. La troisième chose, c'est que nos pouvoirs publics sont plutôt bien organisés, si vous voulez. Et notamment ce que fait Business France avec cette marque French Tech permet une vraie visibilité. Et moi, j'ai rencontré beaucoup d'étrangers, des Coréens, des Japonais qui me disaient, mais au fond, on ne savait pas qu'il y avait cette innovation en France. Alors malheureusement, ça reste tout petit, c'est pas spectaculaire, c'est pas des grandes boîtes, mais bon, il y a un petit truc à faire prospérer. Mais il faut le faire prospérer. Hein, je ne sais pas si on va parler des gilets jaunes, etc. Mais si on veut avoir, non pas un truc qui soit sympathique, mais si on veut avoir des conséquences concrètes, c'est-à-dire de l'innovation, de la croissance, de l'emploi, du pouvoir d'achat, des recettes fiscales, il faut, ces entreprises, leur apporter du capital, il faut moins de réglementation, moins de complications, un peu moins de fiscalité sans doute, si on veut vraiment avoir un gros écosystème. Là, on n'y est pas du tout. Les gilets jaunes, justement, les Coréens, les Japonais, les Américains que vous avez rencontrés dans le Nevada, ils vous en ont parlé? Oui, alors il se trouve que là, pour le coup, je reviens du Maroc. Et au Maroc, par exemple, on m'a énormément parlé des gilets jaunes. Ce phénomène, en fait, est très regardé à l'étranger. Et il est regardé avec beaucoup d'inquiétude, mais parce que l'effet de contagion est très craint, en réalité. Parce que ces gilets jaunes, au départ, alors je ne parle pas des casseurs, etc., mais le départ du mouvement, en fait, ça traduit le malaise des... Pardonnez-moi pour le terme, mais des classes moyennes basses. Voilà, et ce malaise, il existe aujourd'hui quasiment dans tous les pays du monde. Il s'est traduit au Royaume-Uni par le vote Brexit. Il se traduit aux États-Unis par un envol de l'alcoolisme et des overdoses de drogue. Donc vous voyez, ça prend des figures très, très différentes. Et ces manifestations en France, oui, elles sont très surveillées et elles inquiètent beaucoup. Et puis alors, évidemment, elles ne sont pas très à notre avantage. Justement, il y a lundi la deuxième édition de Choose France, qui est le sommet qui doit attirer les grandes entreprises pour s'implanter ou se développer en France. Est-ce que ce mouvement des gilets jaunes, les images de violence, de dégradation qu'on a vues, pose un réel problème pour l'image de la France? Alors, je vais vous dire, ce qui pose problème, c'est moins les gilets jaunes, parce que je disais, ça existe un peu sous des formes diversifiées, mais dans tous les pays du monde. Ce qui inquiète beaucoup les investisseurs, ceux que je rencontre en tout cas, c'est le fait que ça pourrait bloquer les réformes. C'est-à-dire que les étrangers, les investisseurs considèrent que le gouvernement a fait de bonnes réformes sur la fiscalité du capital, sur le marché du travail, depuis le début du quinquennat. Et la grande crainte, c'est que ça s'arrête et que notamment, on n'ait pas de réforme de l'État. La réforme de l'État, là aussi, vous le dites souvent dans votre journal, à fort juste titre, a été l'angle mort de la politique du gouvernement. Et c'est ça, ce que craignent les investisseurs, c'est que la France se retrouve à l'arrêt en termes de réforme. Alors justement, je partage un peu cette crainte aussi, d'ailleurs, à titre personnel. Justement, on est en train de rentrer dans le grand débat national qu'Emmanuel Macron a voulu pour essayer de sortir de cette crise des Gilets jaunes. Je voudrais vous soumettre quelques-unes des questions qu'Emmanuel Macron a posées aux Français à travers sa lettre. La première, quels impôts faut-il, à vos yeux, baisser en priorité ? Alors, je pense que c'est l'impôt sur le revenu, parce que la CSG et la TVA sont des bons impôts économiquement, c'est-à-dire des impôts avec des bases très larges et des taux qui restent malgré tout raisonnables. On a un impôt sur le revenu qui est complètement délirant en France, avec très peu de gens qui le payent, vous savez, moins de la moitié des contribuables le payent, très forte progressivité, etc. Donc moi j'agirais plutôt sur cet impôt-là. Mais en même temps, et Emmanuel, le président de la République l'a bien dit dans sa lettre aux Français, il a eu tout à fait raison, ça n'a pas de sens de parler des impôts si l'on ne parle pas au préalable de la dépense publique. Et donc, il faut mettre les Français devant leurs responsabilités. Une autre question qu'il pose, le président, faut-il supprimer certains services publics ? Oui, alors, supprimer certains services publics, je pense en tout cas qu'on peut optimiser considérablement certains services publics. On parlait tout à l'heure, en évoquant le CES, de la troisième révolution industrielle. Il y a des gains de productivité aujourd'hui absolument extraordinaires au sein de l'État, notamment dans l'administration de l'administration. Donc, il ne s'agit pas de réduire les services publics. Il ne s'agit pas évidemment d'avoir moins de policiers, moins d'infirmiers ou moins de professeurs. C'est évidemment pas le sujet. Mais il n'y a pas que ça dans la fonction publique. C'est tout le back-office en bon français de l'administration qu'on peut réduire considérablement en utilisant les technologies. Un dernier mot sur le Brexit, puisqu'on est en plein brouillard du côté de Londres. Est-ce que les entreprises françaises doivent s'inquiéter ? Et surtout, est-ce qu'il y a des choses qu'elles doivent préparer dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord, un no deal, comme on appelle ça ? Oui, bien sûr. Bon, alors attendez, il ne faut pas non plus dramatiser. C'est-à-dire que s'il y a un no deal, ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie complète. Ça veut dire simplement qu'il faudra reprendre tous les points de coopération franco-britannique
point par point, il n'y aura pas d'accord global, mais il faudra les reprendre point par point. Non, ce qu'il faut surtout, c'est que nos amis britanniques choisissent maintenant, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on négocie, ça prend beaucoup de ressources de l'Union européenne. Michel Barnier a fait un travail absolument remarquable, mais enfin, l'Union européenne a d'autres dossiers à gérer, et donc il faut que nos amis britanniques nous disent s'ils restent, ils sortent, etc., ce qu'ils font, parce que cette situation ne peut plus durer. Ce sont eux qui se sont mis dans cette situation-là. C'est un pays frère, le Royaume-Uni, mais enfin, bon, on peut parfois s'agacer un peu entre frères, et donc là, il faut qu'ils tranchent parce que c'est plus possible. Vous êtes le co-auteur avec Julia de Funès de La comédie inhumaine, dans laquelle vous tapez un petit peu sur certaines modes managériales, on va dire. Le MEDEF va changer ses statuts et il va y inscrire une raison d'être. Oui. Est-ce qu'il cède aussi à une mode, ou est-ce que c'est quelque chose d'important dans la vie des entreprises? Non, ça je pense que c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, dans nos sociétés, on a besoin de sens, et les collaborateurs dans les entreprises, ils ont besoin de sens. Alors, ils ont besoin d'argent, c'est normal, ils ont besoin de bonnes conditions de travail, mais ils ne veulent plus travailler pour travailler, ils veulent travailler pour quelque chose. Et je pense que c'est très bien que le MEDEF explique au fond quel est le sens de l'entrepreneuriat, quel est le sens de l'entreprise, à quoi ça sert. L'entreprise, c'est le principal agent de l'innovation et du progrès économique et social. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a plus rien, il n'y a plus de progrès. Et ça, il faut le rappeler en permanence. Et si le MEDEF arrive à faire ça, je pense que c'est très bien du point de vue de la pédagogie. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup.